Pendant la nuit froide, un garçon mendiant trouve un homme d'affaires inconscient avec une mallette pleine d'argent. Ce qu'il a fait a surpris tout le monde. Paris, la ville lumière, se dressait majestueusement sous un ciel d'hiver menaçant. Le vent glacial serpentait entre les ruelles pavées, sifflant comme pour rappeler aux passants que l'hiver ne faisait pas de cadeaux. La tour Eiffel, illuminée comme une sentinelle d'acier, dominait l'horizon, mais sa beauté ne réchauffait pas les âmes perdues qui arpentèrent les trottoirs. Parmi cette foule pressée et indifférente, un enfant marchait, ou plutôt il errait, invisible aux yeux de tous. Son nom était Matisse. Il avait 12 ans, mais la rudesse de la vie lui avait volé l'innocence bien avant que ses cheveux ne commencent à pousser librement au vent. Matisse n'était pas né dans la rue, mais la rue l'avait adopté depuis aussi longtemps qu'il pouvait s'en souvenir. Son visage, autrefois rond et souriant, portait désormais les marques de la survie, des joues creusées, des mains noircies par la saleté, et des yeux d'un bleu intense mais fatigué, qui semblaient sonder chaque visage, chaque geste, à la recherche d'un signe d'humanité. Il portait un vieux manteau trop grand pour lui, trouvé dans une benne à vêtements, et des baskets déchirées qui laissaient passer l'humidité glaciale de la chaussée. Ce soir-là, le froid était particulièrement mordant. La météo avait annoncé moins de 3 degrés Celsius, avec des rafales de vent descendant tout droit de la mer du Nord. Matisse connaissait les coins de la ville où il pouvait parfois trouver un peu de chaleur. Les bouches de métro, les porches d'immeubles, où les locataires oubliaient de refermer la grille, ou encore les abris de fortune faits de carton derrière certaines boutiques. Mais cette nuit semblait plus cruelle que d'habitude. Chaque banc était occupé, chaque refuge pris d'assaut par d'autres sans-abri, des adultes souvent plus forts, plus rapides, qui n'hésitèrent pas à repousser un gamin comme lui. Il marcha le long de la Seine, près du pont Neuf, ses mains enfoncées dans ses poches, tentant de se réchauffer tant bien que mal. Les lumières des bateaux-mouches illuminaient l'eau sombre et agitée. Des touristes, emmitouflés dans leurs manteaux de luxe, prenèrent des photos sans vraiment regarder ce qui les entourait. Matisse, lui, n'avait pas le luxe de détourner le regard. Chaque détail pouvait être la clé de sa survie. Un morceau de pain jeté par mégarde, une pièce tombée d'une poche, ou même un passant assez compatissant pour lui tendre un sandwich. Il se souvenait encore du goût amer de son dernier repas, une vieille pomme presque pourrie trouvée sur un étal abandonné au marché de Belleville. Depuis, ses entrailles criaient « famine », se tordant douloureusement à chaque pas. Mais il savait qu'il ne devait pas s'arrêter. Rester immobile dans ce froid, c'était accepter de céder à l'engourdissement, puis au sommeil. Un sommeil dont il savait que certains ne se réveillaient jamais. À travers les rues de Saint-Germain, les vitrines des cafés affichaient des tables garnies de viennoiseries, de chocolat chaud fumant, et de clients riant sans se douter du drame silencieux qui se jouait juste de l'autre côté de la vitre. Matisse s'approcha d'une devanture, colla son front contre le carreau embué, observant une famille réunie autour d'un gâteau. Un père, une mère, 2 enfants de son âge, tous souriants, partageant un moment de bonheur simple. Il se surprit à imaginer ce que cela ferait de s'asseoir avec eux, de sentir la chaleur d'une boisson, de goûter au sucre d'un éclair au chocolat. Mais la réalité le ramena brusquement. Le serveur, l'ayant aperçu, se leva immédiatement pour faire signe de déguerpir. Matisse recula sans protester, habitué à ces gestes secs, presque automatiques, qui lui rappelaient qu'il n'était pas le bienvenu, nulle part. Il continua sa marche, serrant les dents, tentant d'ignorer les picotements dans ses orteils, prémices de gelure. Le vent plus fort faisait claquer les volets et les panneaux publicitaires. Dans son esprit, les souvenirs défilaient, malgré lui. Il revoyait le visage de sa mère, flou, presque effacé par le temps. Il se rappelait vaguement ses bras, son odeur de savon bon marché, et cette chanson qu'elle lui murmurait avant de dormir. Mais cette époque appartenait à un autre monde, celui où il avait encore un toit, un lit et une certitude, celle d'être aimé. Son père, il n'en parlait jamais, parti depuis si longtemps qu'il n'était plus qu'une silhouette floue dans un coin de sa mémoire. La séparation, puis la spirale infernale de la pauvreté, avaient rapidement eu raison de leur fragile équilibre. Quand sa mère était tombée malade, il n'y avait plus eu personne pour payer le loyer. Un matin, des huissiers étaient revenus. En moins d'1 heure, leurs maigres affaires avaient été jetées sur le trottoir. Et peu après, sa mère avait disparu, emportée par une pneumonie qu'aucun hôpital n'avait voulu soigner gratuitement. Depuis ce jour, Matisse avait appris à devenir invisible.
invisible aux yeux des passants, invisible aux yeux des autorités, invisible même aux yeux de ceux qui autrefois le connaissaient. Il savait comment se fondre dans le décor, comment éviter les regards insistants des policiers, comment fuir les groupes de jeunes délinquants qui, parfois, s'amusaient à traquer les plus faibles pour passer le temps. Il connaissait les horaires des marchés, les habitudes des boulangers, les itinéraires des éboueurs. Chaque détail était une stratégie de survie. En passant sous le pont Neuf, il entendit soudain un bruit sourd, presque étouffé. Par réflexe, il se figea, tendant l'oreille. Ce n'était ni un cri, ni le fracas habituel des bouteilles cassées, plutôt un son mat, comme si quelque chose, ou quelqu'un, venait de heurter le sol. Curieux mais aussi méfiant, Mathis s'approcha lentement, longeant le muret qui surplombait la scène. Ses yeux perçants finirent par distinguer une silhouette étendue sur le trottoir, juste sous la lumière vacillante d'un réverbère. Le cœur battant, il ralentit le pas. Il n'était pas rare de croiser des sans-abri ivres affalés sur les pavés. Mais cette fois, quelque chose était différent. L'homme ne portait pas les haillons typiques des vagabonds. Il était habillé d'un costume noir, impeccablement taillé, bien que désormais froissé par sa chute. Une cravate de soie dépassait de son manteau entrouvert. À ses pieds, une mallette en cuir noir luxueuse gisait entr'ouverte, comme si elle avait glissé de sa main au moment où il était tombé. Mathis s'arrêta à quelques mètres, partagé entre la prudence et la curiosité. Le souffle du vent faisait danser quelques feuilles mortes autour du corps inerte, aucun passant à l'horizon. Le quartier, à cette heure tardive, semblait désert, comme figé dans un instant suspendu. Le garçon scruta les environs. Pas de voiture, pas de vélo, rien que le bruit lointain d'un bus qui passait sur le boulevard Saint-Michel. Son regard retourna vers l'homme. Était-il simplement ivre? Avait-il glissé? Ou était-il victime d'un malaise plus grave? Le garçon sentit un frisson lui parcourir l'échine, mais il n'était pas sûr si c'était le froid ou l'instinct qui parlait. Ses yeux dérivèrent alors vers la mallette. À travers l'ouverture, il crut apercevoir des liasses de billets. Son cœur rata un battement. Était-ce vraiment ce qu'il pensait voir? De l'argent. Beaucoup d'argent. Peut-être plus qu'il n'en avait jamais vu de toute sa vie. Il resta figé, incapable de bouger, le cerveau en ébullition. Un mélange de peur, de tentation, mais aussi de cette petite voix intérieure qui, malgré les épreuves, ne l'avait jamais totalement quitté. Cette nuit, Mathis allait devoir faire face à une décision qui, il le sentait confusément, allait changer le cours de son existence. Mais à cet instant précis, il ne savait pas encore à quel point. Le vent glacial soufflait avec une intensité accrue, faisant frissonner Mathis malgré les couches de vêtements usés qu'il portait. Ses pas résonnaient sur les pavés humides de la rive du fleuve, chaque écho semblant souligner la solitude de sa marche nocturne. Les réverbères projetaient une lumière vacillante, dessinant des ombres dansantes sur les murs des bâtiments anciens. Alors qu'il approchait du pont, une silhouette inhabituelle attira son attention. Un homme était étendu sur le trottoir, immobile. Son corps semblait abandonné, comme une marionnette dont les fils avaient été coupés. Mathis s'arrêta net, son cœur battant plus fort. Il observa l'homme, notant son costume élégant, ses chaussures en cuir brillant et la mallette en cuir posée à ses côtés. Tout indiquait qu'il s'agissait d'un homme d'affaires, quelqu'un de prospère. Pourtant, là, sur le sol froid, il paraissait vulnérable, presque fragile. Le garçon s'approcha prudemment, jetant des regards autour de lui pour s'assurer qu'il n'était pas observé. Il s'accroupit près de l'homme et tendit la main pour vérifier s'il respirait. Une faible haleine chaude effleura ses doigts, confirmant que l'homme était en vie. Cependant, son visage était pâle, ses lèvres légèrement bleutées, signe d'une possible hypothermie. Mathis sentit une montée d'inquiétude. Son regard se posa sur la mallette entr'ouverte. À l'intérieur, des liasses de billets soigneusement empilés brillaient sous la lumière des réverbères. Jamais il n'avait vu autant d'argent. Son estomac vide se contracta et une voix intérieure lui murmura des tentations. Avec cet argent, il pourrait manger à sa faim, trouver un abri, peut-être même changer de vie. Mais une autre voix, plus douce, lui rappela les rares moments de bonté qu'il avait connus. Il se souvint d'une vieille dame qui lui avait offert un morceau de pain et un sourire chaleureux. Elle lui avait dit « Fais le bien, mon petit, et le bien te reviendra ». Ces mots résonnaient en lui, luttant contre les pensées égoïstes qui l'envahissaient. Il regarda à nouveau l'homme, se demandant ce qui l'avait conduit à s'effondrer ainsi. Était-ce la fatigue? Une maladie?
ou autre chose? Peu importait. Ce qui comptait, c'était qu'il avait besoin d'aide. Mathis se leva, déterminé à chercher de l'aide. Il jeta un dernier regard à l'homme et à la mallette, puis s'éloigna en courant, espérant trouver quelqu'un, quelque part, prêt à écouter un garçon des rues. Le vent froid de la nuit semblait s'être intensifié, comme si la ville elle-même retenait son souffle face à la scène improbable qui se déroulait sur la rive du pont Neuf. Mathis, le visage figé par la stupeur et la confusion, ne pouvait détacher ses yeux de l'homme étendu sur le sol, inconscient, et de cette mallette entr'ouverte, regorgeant de liasses de billets parfaitement rangés. Le garçon n'avait jamais vu une telle somme de sa vie. Chaque coup d'œil à ces billets faisait battre son cœur plus vite, résonnant dans sa poitrine comme un tambour assourdissant. C'était comme si le temps s'était suspendu autour de lui, le laissant seul face à une décision qui semblait bien trop grande pour un enfant de 12 ans. Il déglutit difficilement, son regard passant du visage pâle de l'homme à la mallette, puis de retour à l'homme. Chaque fibre de son corps criait des choses opposées. Une partie de lui, celle façonnée par les nuits froides, les humiliations, la faim lancinante et le mépris quotidien des passants, lui murmurait que personne ne lui avait jamais tendu la main, que personne n'avait jamais eu pitié de lui. Cette voix le poussait à saisir cette chance inespérée. Avec cet argent, il pourrait manger à sa faim pendant des mois, se payer des vêtements chauds, trouver un toit, peut-être même commencer une vie différente, loin de ces trottoirs hostiles. Mais l'autre partie de lui, celle que la dureté de la rue n'avait pas réussi à faire taire complètement, lui rappelait qu'un être humain gisait là, sans défense, au bord du danger. Cet homme, peu importe qu'il soit riche ou pauvre, puissant ou anonyme, était vulnérable tout comme lui. Le voir ainsi, couché sur le sol froid, avait quelque chose de profondément bouleversant. Mathis savait intimement ce que signifiait être ignoré, laissé à son sort par une foule indifférente. Était-il prêt à devenir celui qui détourne le regard, celui qui choisit l'indifférence plutôt que la compassion? Ses mains tremblaient. Il les serra contre lui, tentant de faire taire le chaos de ses pensées. Il s'approcha un peu plus de l'homme et s'accroupit de nouveau. Son visage était livide, ses lèvres tirant vers une teinte bleuâtre inquiétante. Mathis tendit la main et toucha prudemment son cou, cherchant un pouls. Il le trouva, faible mais présent. Il respirait encore. Cela suffit à raviver une étincelle de responsabilité dans le cœur du garçon. Il n'était pas médecin, il ne savait pas vraiment ce qui était arrivé à cet homme, mais il savait une chose avec certitude. S'il restait là, seul dans le froid, il risquait de ne jamais se relever. Son regard revint à la mallette. Elle était entr'ouverte, et une simple poussée suffisait pour en révéler entièrement le contenu. Il s'autorisa, presque malgré lui, à regarder de plus près. À l'intérieur, des piles de billets de 50 et 100 euros, soigneusement alignés, maintenus par des élastiques. Il y avait aussi quelques enveloppes, sans doute des documents importants, et un stylo de luxe en argent. La somme était vertigineuse. Rien que le premier tas de billets devait valoir plus que tout ce qu'il avait espéré posséder un jour. Son esprit se mit à calculer, malgré lui. Avec ne serait-ce qu'une seule de ces liasses, il pourrait passer plusieurs nuits à l'hôtel, acheter des repas chauds tous les jours, se procurer des vêtements neufs, peut-être même. Oui, peut-être même payer quelqu'un pour l'aider à retrouver sa dignité, à réintégrer la société. Le simple fait d'imaginer ces possibilités le faisait vaciller. C'était la première fois depuis des années que la vie lui semblait offrir une porte de sortie, même si cette porte était entr'ouverte dans des circonstances plus que douteuses. Il referma doucement la mallette, comme si le simple fait de ne plus voir l'argent pouvait apaiser le tumulte dans sa tête. Il ferma les yeux un instant, tentant de faire le vide, d'écouter son instinct, de retrouver cette petite voix intérieure qui, depuis toujours, lui avait permis de survivre sans devenir comme ceux qu'il craignait le plus. Les voleurs, les profiteurs, les violents. La décision semblait simple et impossible à la fois. D'un côté, il y avait sa propre survie, une survie qu'il devait arracher chaque jour à une ville qui ne voulait pas de lui. De l'autre, il y avait un homme inconnu, un inconnu riche et probablement influent, mais qui, à cet instant précis, n'était qu'un être humain en détresse, tout comme lui. Et au milieu de ce dilemme, il y avait la question la plus lourde de sens. Quel genre de personne Mathis voulait-il devenir? Il se redressa lentement, fixant le visage de l'homme. Il s'approcha, posa la main sur son épaule et le secoua légèrement. Aucune réaction. Il le secoua un peu plus fort, appelant d'une voix hésitante. « Monsieur »
Monsieur, vous m'entendez » Silence. Pas le moindre mouvement. Le garçon sentit un nœud se former dans sa gorge. Il ne pouvait pas le laisser là. Pas comme ça. Il tourna la tête, cherchant quelqu'un, espérant qu'un passant, même tardif, puisse lui prêter attention. Mais la rue était vide. Le vent emportait tout, même l'écho de ses appels. Il se pencha de nouveau sur la mallette, la referma complètement et vérifia qu'elle était bien fermée sans savoir encore pourquoi il le faisait. Était-ce pour la protéger? Pour s'assurer qu'aucun autre regard ne soit attiré par son contenu? Ou simplement pour éviter que la tentation ne prenne le dessus à nouveau? Lui-même n'en était pas certain. Ses pensées se bousculaient. S'il partait maintenant avec la mallette, personne ne saurait jamais qu'elle avait existé. L'homme inconscient ne pourrait pas le dénoncer. Et si, au contraire, il laissait tout ici, il courait le risque que quelqu'un de moins scrupuleux tombe dessus. Dans un cas comme dans l'autre, il y avait un prix à payer, et ce prix, c'était le poids de sa propre conscience. Mathis fit quelques pas en arrière, incapable de détacher son regard de l'homme au sol. Il inspira profondément, tentant de chasser le froid qui engourdissait ses membres et les pensées sombres qui menaçaient d'envahir son esprit. Puis, dans un élan presque instinctif, il revint vers l'homme, s'agenouilla et posa la main sur sa poitrine pour sentir son rythme cardiaque, faible, très faible. Il comprit alors que la question n'était plus de savoir ce qu'il devait faire, mais combien de temps il lui restait pour agir. Une poussée soudaine de courage envahit son être. Il regarda autour de lui une dernière fois, puis il prit la décision qui allait sceller son destin. Peu importe la difficulté, peu importe la peur ou la faim, il devait trouver de l'aide. Cet homme avait besoin de lui. Ce n'était plus une question de choix, mais une question de dignité, d'humanité, de ce qui restait en lui malgré les années passées à survivre dans l'indifférence. Le froid mordait sa peau, mais il se mit à courir sans savoir encore où, guidé uniquement par la certitude que, ce soir, il ne pouvait pas fermer les yeux sur la détresse d'un autre. La nuit parisienne semblait s'être figée dans une immobilité presque oppressante, comme si le destin lui-même suspendait son souffle, observant silencieusement le dilemme qui déchirait l'âme d'un enfant de 12 ans. Mathis, planté là, entre la silhouette inerte de l'homme inconnu et la mallette au contenu si démesuré qu'il en paraissait irréel, sentait son cœur battre à un rythme effréné. Le vent glacial fouettait son visage, mais il n'en avait plus conscience. Ce qui l'habitait, c'était une tempête bien plus violente, celle de son propre esprit. Il n'avait jamais été confronté à une décision aussi lourde. Toute sa vie, jusqu'à cet instant précis, avait été une succession de réactions instinctives. Chercher de quoi manger, trouver un endroit où se protéger du froid, éviter les ennuis, se rendre invisible. Mais là, il ne s'agissait pas de fuir ou de survivre au jour le jour. Il s'agissait de choisir qui il voulait être, quel homme il deviendrait. Et ce choix, il le savait, le définirait pour le reste de son existence. Le regard de Mathis passait sans cesse du visage blême de l'homme au cuir impeccable de la mallette. Chaque battement de son cœur résonnait dans ses tempes, brouillant ses pensées. Il tenta de se raisonner, de peser le pour et le contre. Ce n'était pas un simple vol. Cet argent était là, offert presque par le hasard. Personne ne le verrait, personne ne le saurait. Avec cet argent, il pourrait changer sa vie du tout au tout. Plus jamais de nuits à grelotter sous les ponts, plus jamais de regards méprisants ou de course-poursuite pour un bout de pain. Il pourrait manger, s'habiller, se laver, redevenir un enfant, ou plutôt devenir ce qu'il n'avait jamais vraiment eu la chance d'être. Mais aussitôt cette pensée effleurée, un autre flot d'émotions la submergeait. Il repensait à cet homme. Il ne savait rien de lui, ni son nom, ni son histoire. Peut-être était-il arrogant, méprisant, l'un de ces hommes d'affaires qui ne regardaient jamais les gamins comme lui, ou peut-être était-il quelqu'un de profondément bon. Peut-être avait-il une famille qui l'attendait, des enfants, une épouse qui, à cet instant même, s'inquiétait de ne pas le voir rentrer. Peut-être que cet argent n'était pas le fruit de la cupidité, mais celui d'un labeur honnête, destiné à payer des salaires, à honorer des engagements, à faire tourner une entreprise dont dépendaient des dizaines de familles. Mathis sentit un frisson, non pas dû au froid, mais à la conscience de l'immense responsabilité qui lui pesait désormais sur les épaules. Il essaya d'imaginer ce que lui aurait conseillé cette vieille boulangère du quartier, la seule qui, autrefois, lui avait offert un croissant sans rien attendre en retour. « Le bien attire le bien », lui avait-elle dit avec un sourire tendre. Mais la rue lui avait appris une leçon bien plus brutale. Le monde ne se soucie pas des faibles,
Son regard fut attiré par un mouvement lointain. Un taxi passait au loin, ses phares jaunes balayant les pavés, mais sans ralentir. Aucun autre passant, aucun policier, aucun témoin. Il était seul, seul avec ce choix déchirant. Il se surprit à murmurer tout haut, comme si dire les choses à voix haute pouvait rendre la décision plus claire. « Qu'est-ce que je dois faire ?» Le vent lui répondit par un sifflement, glaçant et indifférent. Il tenta de soupeser la mallette. Elle était lourde non seulement de par son contenu matériel, mais aussi par le poids symbolique qu'elle représentait. Rien que le fait de la tenir lui donnait l'impression de franchir une limite invisible, une frontière morale que jusqu'ici, il n'avait jamais vraiment envisagé de traverser. Il la reposa aussitôt, comme si elle le brûlait. Puis, il se pencha de nouveau vers l'homme. Il l'observa attentivement. Son visage était crispé, ses mains tremblaient légèrement, malgré l'inconscience. Il respirait toujours, mais faiblement. Son souffle devenait irrégulier et ses paupières tressaillaient. Le garçon comprit alors que l'urgence n'était plus de savoir quoi faire de l'argent, mais de sauver une vie. Il posa sa main sur le front de l'homme, glacé, presque aussi froid que les pavés sur lesquels il reposait. Il se redressa, regarda autour de lui, puis se mit à courir dans la direction du quartier le plus proche. Peut-être y avait-il encore un café ouvert, une pharmacie de garde, quelqu'un, n'importe qui accepterait d'aider. Mais après quelques mètres, il s'arrêta brutalement. Une pensée lui traversa l'esprit avec la violence d'un éclair. Et si, pendant qu'il allait chercher de l'aide, quelqu'un d'autre tombait sur la mallette et s'en emparait? Et si cet homme, dépouillé, se réveillait sans comprendre où était passé son argent? Pire encore, et si lui, Mathis, était accusé de l'avoir volé simplement parce qu'il avait été vu près de la scène? Il se mordit la lèvre inférieure, sentant l'angoisse monter. Le choix devenait encore plus complexe. Partir chercher de l'aide signifiait laisser l'homme sans surveillance, et peut-être perdre la seule chose qui aurait pu lui offrir une issue à sa propre misère. Mais rester là, sans rien faire, pouvait être fatal pour cet inconnu. Il envisagea alors une autre option, risquée, mais peut-être la seule viable. Et si? Il emportait la mallette avec lui le temps d'aller chercher de l'aide. Il pourrait la garder en sécurité, prouver ensuite qu'il ne l'avait pas volée, mais simplement protégée. Mais cette idée lui semblait presque aussi mauvaise que celle de s'enfuir avec. Qui croirait un gamin des rues, sale, mal habillé, portant une mallette de cuir pleine de billets? Aux yeux de la police, il serait immédiatement suspect. Personne ne voudrait entendre ses explications. Il resta là, debout, les mains dans les poches, les lèvres serrées, les yeux rivés sur cet homme inconnu et sa mallette pleine de promesses empoisonnées. Chaque seconde qui passait lui semblait une éternité. Le froid s'infiltrait jusque dans ses os, mais il était incapable de bouger. Il réfléchissait, pesait, retournait les solutions dans sa tête, mais aucune ne paraissait juste, aucune ne lui donnait l'assurance de sortir indemne, ni moralement, ni physiquement. Il ferma les yeux un instant, inspira profondément, puis rouvrit les paupières avec une résolution nouvelle. Peu importe le risque, peu importe ce que penseraient les autres, peu importe que personne n'ait jamais eu pitié de lui. Ce soir, il ferait ce qui lui semblait juste, même si cela devait lui coûter cher. Car s'il y avait bien une chose qu'il avait comprise, malgré tout ce que la rue lui avait appris, c'était que devenir comme ceux qui le méprisaient ne ferait pas de lui quelqu'un de meilleur, mais juste un autre visage dans la foule des indifférents. La brume glaciale qui flottait sur la Seine semblait refléter le trouble intérieur de Mathis. Le garçon était toujours là, figé, incapable de détourner le regard de cet homme étendu sur le sol, inconscient, et de la mallette pleine d'argent qui brillait presque, malgré la lumière pâle des réverbères. Pourtant, à cet instant précis, ce n'était plus seulement le poids de la décision qui l'oppressait, mais un flot violent de souvenirs, d'images, de sons et d'odeurs que son esprit, jusque-là, avait tant bien que mal gardé enfermé au fond de lui. Le passé refaisait surface sans prévenir, s'imposant avec une force déconcertante. Il revit d'abord le visage de sa mère, ce visage qu'il s'efforçait de ne pas oublier, même si les années passées à errer dans les rues avaient commencé à l'effacer, comme un dessin sous la pluie. Elle avait ses yeux d'un bleu intense, semblables aux siens, mais toujours voilés d'inquiétude. Sa voix résonnait encore dans ses souvenirs, douce mais ferme, lui racontant des histoires le soir pour l'aider à trouver le sommeil, malgré les grondements de son ventre vide. Elle lui chantait souvent cette berceuse,
avec ses paroles simples mais porteuses d'espoir. « Peu importe où tu iras, mon petit, n'oublie jamais que ton cœur doit rester propre, même si tes mains se salissent pour survivre. » Puis les souvenirs devinrent plus sombres. Les disputes violentes entre ses parents, ces cris qui fendèrent la nuit et qui parfois faisaient trembler les murs de leur minuscule appartement du 19e arrondissement. Le départ brutal de son père, un homme qu'il connaissait à peine, toujours absent, toujours ailleurs, toujours plus préoccupé par ses propres démons que par son rôle de parent. Mathis se souvenait de ce soir-là, quand il avait claqué la porte pour la dernière fois, laissant derrière lui une mère en larmes et un enfant trop jeune pour comprendre que l'abandon venait de s'inviter dans sa vie. Peu de temps après, la spirale de la misère avait commencé. Sa mère, courageuse mais épuisée, avait tenté de tout faire pour garder leur toit. Elle enchaînait les petits boulots, femme de ménage le matin, serveuse l'après-midi, parfois même couturière le soir, cousant des vêtements jusqu'à ce que ses doigts saignent. Mathis l'aidait comme il pouvait, ramassant les bouteilles consignées, vendant des journaux, faisant des courses pour les voisins. Mais malgré tous leurs efforts, les dettes s'étaient accumulées, les avis d'expulsion s'étaient multipliés et les menaces administratives avaient fini par se transformer en réalité. Le souvenir du jour où ils avaient été mis à la porte était encore gravé dans sa mémoire, net, précis, comme une cicatrice qu'aucun temps ne pourrait refermer. Il revoyait les huissiers, leurs mines fermées, leurs gestes méthodiques. Il se rappelait des voisins qui, derrière leurs fenêtres, observaient la scène sans intervenir. Certains avaient baissé les stores, d'autres faisaient semblant de ne pas voir. Cette indifférence, il l'avait ressentie comme une claque. Ce jour-là, il avait compris que, pour beaucoup, les gens comme lui et sa mère n'étaient que des ombres dans le paysage urbain. La maladie de sa mère était venue peu après, sournoise, impitoyable, une pneumonie mal soignée, aggravée par le froid, l'humidité, le stress et la fatigue. Aucun hôpital ne voulait la prendre sans garantie de paiement. Ils avaient erré de salle d'attente en salle d'attente, repoussés, méprisés, ignorés. Elle toussait sans cesse, ses yeux se cernaient de plus en plus, son souffle devenait court, jusqu'au jour où elle ne s'était plus réveillée. Mathis avait alors à peine 10 ans. Depuis, il n'avait plus personne, pas de famille, aucun adulte sur qui compter. Le système, les services sociaux, il les connaissait trop bien. Il savait comment ils fonctionnaient, des foyers surchargés, des éducateurs absents, des règles rigides qui ne laissaient aucune place à l'individualité ni à la dignité. Il avait essayé au début. Il s'était présenté à un centre d'accueil, mais après 2 semaines passées à subir des moqueries, des coups et à dormir dans un dortoir surpeuplé où la peur régnait, il avait préféré la rue, la liberté dans la misère plutôt que la violence institutionnelle. C'est aussi à cette époque qu'il avait croisé cette vieille boulangère, Madame Lambert. Elle était la seule à lui avoir offert un regard humain, un sourire sincère. Elle lui tendait parfois un croissant de la veille, un morceau de baguette encore tiède. Mais surtout, elle lui parlait. Elle lui racontait ses propres souvenirs d'enfance, la guerre, la faim, la perte. Elle lui disait que, même dans les pires moments, il fallait rester quelqu'un de bien. Tu sais, Mathis, l'argent passe, la faim aussi. Mais ce que tu choisis d'être, personne ne peut te l'enlever. Le bien attire le bien. Garde ça dans ton cœur, petit. Ces mots résonnaient en lui plus fort que jamais, alors qu'il se retrouvait face à cette mallette pleine de billets et à cet homme au sol, si semblable et si différent de lui à la fois. Il comprenait que ce moment n'était pas juste un hasard, c'était un miroir tendu par la vie, une épreuve, peut-être même la plus grande qu'il ait jamais connue. Ce n'était pas seulement une question d'argent, c'était une question d'identité, de valeur, de savoir s'il allait devenir le reflet de ceux qu'il avait rejetés ou celui de ceux rares mais précieux qui lui avaient tendu la main. Il sentit les larmes monter, non pas des larmes de tristesse, mais un mélange de colère, de fatigue, de frustration et de cette immense solitude qu'aucun enfant ne devrait jamais connaître. Il les ravala comme il avait appris à le faire depuis longtemps. Il savait que pleurer ne changerait rien. Ce qui comptait maintenant, c'était d'agir. Il serra les poings, se pencha vers l'homme, vérifia à nouveau son souffle, son pouls, toujours faible mais présent. Puis il se redressa et regarda autour de lui. Le vide de la rue semblait lui répondre avec son écho glaçant. Mais au fond de lui, un choix commençait à prendre forme, porté non pas par la peur ou par le besoin,
mais par la mémoire de ceux qui avaient un jour allumé une petite lumière dans son obscurité. Ce choix allait déterminer la suite, peut-être même le reste de sa vie. Alors que Mathis commençait lentement à ordonner ses pensées, encore déchiré entre la peur, la compassion et l'instinct de survie, un bruit discret, presque imperceptible dans le vent glacé, attira soudainement son attention. Le claquement d'un pas précipité sur les pavés, le froissement d'un manteau, une voix basse échappant quelques mots à la hâte. Il n'était plus seul. Un frisson bien plus profond que celui causé par le froid traversa son échine. L'instinct, cet allié qu'il avait appris à écouter depuis ses premières nuits dehors, lui cria aussitôt que quelque chose clochait. Il tourna la tête lentement, sans mouvement brusque, juste assez pour capter ce qui se tramait derrière lui. 2 silhouettes apparurent, émergeant de la pénombre comme des ombres malveillantes, des hommes, pas de simples passants, ni des âmes charitables. Leur démarche était trop assurée, trop directe. Leur regard fixait avec une précision presque animale la scène devant eux. L'homme au sol, la mallette entr'ouverte, et Mathis, seul, minuscule, vulnérable. Leurs visages étaient impartialement dissimulés par des capuches et des bonnets, mais la dureté dans leurs yeux trahissait leurs intentions. Ils ne venaient pas pour aider. Mathis sentit son estomac se nouer instantanément. Chaque fibre de son être lui hurlait de fuir, mais il savait que bouger précipitamment pourrait attirer encore plus leur attention. Il tenta de garder l'air le plus neutre possible, baissant légèrement la tête, espérant passer pour un simple spectateur, un enfant curieux qui allait vite déguerpir. Mais il comprit au ton des voix échangées entre les 2 hommes que la situation allait très vite devenir critique. « Regarde-moi ça !» souffla le plus grand des 2 en désignant la mallette d'un signe du menton. « C'est pas tous les jours qu'on tombe sur un truc pareil. » L'autre, plus trapu, ricana, un ricanement sec, sans aucune chaleur. « Avec ce qu'il y a là-dedans, on est tranquille pour un bon moment. Et le vieux, il s'en remettra. Ou pas. » Leurs pas s'accélérèrent, se rapprochant. Mathis sentit la panique monter en flèche, mais il tenta de garder son sang-froid. Il devait penser vite, très vite. Ses yeux balayèrent les environs à la recherche d'une issue, d'un recoin, d'un abri, de n'importe quoi qui pourrait le sortir de là. Rien, que des façades closes, des volets fermés, des portes hermétiquement verrouillées pour se protéger du froid et des dangers de la nuit. Son premier réflexe fut de s'interposer, sans même réfléchir. Il se plaça instinctivement entre la mallette et les hommes, comme s'il pouvait, par sa simple présence, protéger ce qui ne lui appartenait pas, mais qui, à cet instant, symbolisait quelque chose de bien plus grand. La justice, la dignité, le choix de ne pas céder. « Dégage, gamin !» lança sèchement le plus grand en s'avançant d'un pas. Le ton n'admettait aucun doute. Ce n'était pas une proposition, mais un ordre. Pourtant, les jambes de Mathis restèrent figées. Il savait qu'il n'avait pas la force de les affronter physiquement, mais reculer, céder n'était pas une option. Il sentit son cœur cogner si fort qu'il avait l'impression que son torse allait exploser. « C'est pas à vous », réussit-il à articuler, la voix tremblante mais ferme. Un instant de silence. Les 2 hommes se regardèrent, manifestement surpris par l'audace de cet enfant qui osait leur tenir tête. Puis l'un d'eux éclata de rire, un rire brutal, moqueur. « Écoute-moi bien, gamin. La rue, c'est pour les malins, pas pour les héros. Alors tu prends tes petites jambes et tu dégages avant qu'on te fasse comprendre comment ça marche. » Mathis sentit une boule se former dans sa gorge. Il savait qu'il ne pouvait pas rester là indéfiniment. Il devait trouver une solution, et vite. Il jeta un rapide coup d'œil vers l'homme au sol, toujours inconscient, toujours vulnérable. Puis ses yeux glissèrent vers la mallette. Il serra les dents. Il n'avait pas le choix. D'un mouvement brusque, il attrapa la mallette, la referma d'un geste sec et la serra contre lui. Ses bras, trop maigres pour en supporter facilement le poids, tremblèrent déjà, mais l'adrénaline lui donna la force de courir. Il se lança à toute vitesse en direction de la ruelle la plus proche, le souffle court, le cœur battant à se rompre. Derrière lui, il entendit immédiatement les pas lourds des 2 hommes qui se mirent à sa poursuite, accompagnés de jurons et de menaces hurlées dans la nuit. « Reviens ici, sale morveux !» Mathis courait aussi vite que ses jambes le lui permettaient. Il slaloma entre les poubelles, sauta par-dessus des barrières de chantier, s'engouffra dans des passages étroits qu'il connaissait par cœur. Les années passées à survivre dans la rue lui avaient appris une chose. Il connaissait mieux que quiconque les labyrinthes cachés de Paris. Mais la mallette était lourde, trop lourde. Chaque pas devenait plus difficile.
Ses bras lui faisaient mal. Ses jambes commençaient à fléchir. Derrière lui, les bruits de course se rapprochaient. Il entendait leur respiration rauque, le claquement de leurs chaussures sur les pavés. Ils étaient rapides, plus rapides que ce qu'il avait imaginé. Il aperçut soudain une vieille échoppe fermée pour la nuit, avec une bâche tirée devant l'entrée et une pile de cagettes vides sur le côté. Dans un élan désespéré, il se jeta derrière les cagettes, se recroquevilla, serrant la mallette contre lui, et tenta de calmer sa respiration. Il espérait que l'obscurité suffirait à le dissimuler. Les pas se rapprochèrent. Les deux hommes déboulèrent dans la ruelle, balayant la zone du regard. « Il est où, ce foutu gosse ?» grogna le plus grand. « Il peut pas être loin », répondit l'autre, essoufflé. Ils se séparèrent, inspectant chaque recoin, soulevant des bâches, frappant contre les poubelles. Mathis ferma les yeux, priant silencieusement pour que leur regard glisse sur lui sans le voir. Il entendit un pas s'approcher si près qu'il crut sentir le souffle du malfaiteur, mais contre toute attente, l'homme s'éloigna, jurant à voix basse. Il a dû filer de l'autre côté. « Viens !» Les bruits de pas s'éloignèrent peu à peu, jusqu'à disparaître complètement. Mathis n'osa pas bouger pendant plusieurs minutes. Il resta là, recroquevillé, tremblant, ses doigts crispés sur la poignée de la mallette. Quand enfin il rouvrit les yeux, la réalité le frappa de plein fouet. Il ne pouvait pas rester là, il fallait agir, et vite. La situation venait de devenir encore plus dangereuse. Il n'y avait plus de place pour l'hésitation. Il devait trouver de l'aide, pour l'homme au sol. Et peut-être sans le savoir encore pour lui-même. Le souffle court, la poitrine douloureuse, Mathis sortit enfin de sa cachette de fortune après avoir été certain que les deux hommes avaient abandonné la poursuite. Ses jambes tremblaient, non seulement à cause de la fatigue, mais aussi sous le poids d'une tension nerveuse qui semblait avoir pénétré chaque fibre de son corps. Il serrait encore la mallette contre lui, cette maudite mallette dont le cuir froid lui mordait la peau à travers son manteau troué. Son instinct lui criait de fuir loin, de disparaître, de mettre autant de distance que possible entre lui, ses malfrats et cette situation absurde. Mais son regard se tourna malgré lui vers l'endroit où il avait laissé l'homme inconscient. Là-bas, quelque part sous le pont Neuf, un être humain gisait toujours, vulnérable, peut-être entre la vie et la mort. Mathis ferma les yeux un instant. Il inspira profondément. Il savait qu'il pouvait encore faire marche arrière, abandonner l'homme à son sort, s'emparer de l'argent et tenter de se construire une nouvelle vie loin d'ici. Personne ne saurait jamais ce qu'il s'était passé exactement. Personne ne viendrait lui demander de compte, mais il savait aussi, au plus profond de lui, que cette voix était un mensonge. Elle aurait pu lui offrir une sécurité temporaire, mais elle lui aurait coûté bien plus cher, sa propre humanité. Ce qui restait de ce petit garçon au cœur tendre, façonné par les épreuves, mais pas encore totalement brisé par la brutalité de la rue. Il resserra ses doigts sur la poignée de la mallette, la cala sous son bras et fit demi-tour. Chaque pas le ramenait vers la silhouette fragile qu'il avait laissée sur les pavés gelés. Lorsqu'il arriva de nouveau à proximité du pont, il ralentit, son cœur battant plus vite, redoutant de voir que d'autres individus s'étaient approchés. Mais la rue était étrangement déserte. Le froid avait sans doute chassé les derniers passants, et la nuit parisienne était désormais silencieuse, presque irréelle. L'homme était toujours là. Son corps n'avait pas bougé. Son visage, pourtant, semblait encore plus pâle que tout à l'heure. Ses lèvres, bleuies, tremblaient faiblement. Il respirait, mais son souffle était saccadé, irrégulier, comme si chaque inspiration lui demandait un effort surhumain. Mathis sentit une angoisse sourde lui nouer l'estomac. Il n'y avait plus une seconde à perdre. Il chercha frénétiquement des yeux un commerce, un restaurant, n'importe quel lieu encore ouvert malgré l'heure tardive. Et là, sur le coin de la rue, au bout de la place Dauphine, il aperçut la lumière faiblarde d'un petit café dont la porte était entr'ouverte. Une enseigne vieillissante clignotait par intermittence. Le comptoir du pont. C'était sa chance. Il se mit à courir, aussi vite que ses jambes le lui permettaient, la mallette ballottant contre sa hanche à chaque foulée. Lorsqu'il poussa la porte, une clochette tinta, brisant le silence intérieur du lieu. À l'intérieur, quelques clients dispersés, emmitouflés dans leurs manteaux, buvaient lentement leur café ou leur verre de vin, murmurant à peine. Un vieux serveur aux épaules voûtées se retourna immédiatement vers lui, le regard durci, dès qu'il aperçut ce gamin sale, essoufflé, tenant une mallette bien trop luxueuse pour lui. « Dégage d'ici !» cria le serveur, avant même que Mathis n'ouvre la bouche. « On sert pas les clochards. »
Mathis sentit la colère monter, mêlée à une peur viscérale. Il n'avait pas le temps pour ses préjugés, pas le temps pour la méchanceté ordinaire. Il planta ses yeux dans ceux du serveur et, d'une voix tremblante mais forte, lança « Il y a un homme qui va mourir dehors. Il est allongé par terre. Il a besoin d'aide, vite !» Le serveur s'avança vers lui, le visage fermé, le poussant par l'épaule pour le faire reculer vers la porte. « Fous le camp, gamin. J'ai pas besoin de tes histoires. » Mais le ton de Mathis, chargé d'une détresse authentique, avait attiré l'attention de quelques clients. Parmi eux, une jeune femme leva la tête, posa sa tasse et observa la scène. Elle avait une trentaine d'années, les cheveux bruns attachés en un chignon désordonné, une écharpe de laine rouge autour du cou. Ses yeux, d'un vert profond, se plissèrent légèrement. Elle devina que quelque chose dans la voix de cet enfant ne pouvait pas être fin. Elle se leva, s'approcha de Mathis, ignorant les protestations du serveur. « Qu'est-ce qui se passe exactement ?» demanda-t-elle, la voix calme mais ferme. Mathis, haletant, se tourna vers elle comme on se tourne vers une bouée de sauvetage. « Il est là, sous le pont, un homme, il est tombé, il respire presque plus. Il a besoin d'aide. Personne l'a vu. Personne. » La jeune femme le scruta quelques secondes, cherchant à déceler la moindre trace de mensonge. Mais ce qu'elle vit, c'était un enfant épuisé, paniqué, mais surtout sincère. Elle hocha la tête, attrapa son manteau posé sur le dossier de sa chaise et, sans plus attendre, lança au serveur. « Tu peux bien continuer à faire semblant de rien, mais moi, j'y vais. » Elle se tourna vers Mathis. « Montre-moi où il est. » Sans répondre, le garçon se remit à courir, la femme sur ses talons. Ils traversèrent la rue, longèrent la place, dépassèrent une station de vélo et débouchèrent enfin sur la rive où l'homme était toujours étendu. La femme accéléra en apercevant la silhouette au sol. Lorsqu'elle arriva près de lui, elle se pencha aussitôt, palpant son cou, posant sa main sur son front. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Il est glacé. » Elle fouilla dans son sac, en sortit son téléphone portable et composa aussitôt le numéro des secours. « Allô ? Oui, un homme est inconscient. Il a besoin d'une ambulance immédiatement. Pont-Neuf, au bord de la Seine, juste à côté de la place Dauphine. Il respire à peine. Dépêchez-vous, je vous en prie. » Pendant qu'elle parlait, elle jeta un coup d'œil à Mathis. « Tu as bien fait, dit-elle à voix basse. Tu as eu plus de courage que la plupart des adultes que je connais. » Mathis sentit un mélange étrange d'émotions l'envahir. Une vague de soulagement d'abord en voyant que quelqu'un avait enfin pris la situation en main, mais aussi une boule persistante dans la gorge, un poids qui ne voulait pas partir. Il observa l'homme au sol, se demandant si celui-ci allait s'en sortir, si son geste, ce geste qu'il aurait pu ne pas faire, allait suffire pour le sauver. Il comprit alors que parfois, la peur ne disparaît jamais vraiment, mais que le courage, ce n'est pas de ne pas avoir peur, c'est d'agir malgré elle. Lorsque la jeune femme raccrocha le téléphone après avoir contacté les secours, elle jeta un rapide coup d'œil vers Mathis, le scrutant avec une intensité mêlée de curiosité et de préoccupation. Son regard oscillait entre la surprise de se retrouver embarqué dans une situation aussi étrange et la détermination de faire ce qui devait être fait. Le garçon, quant à lui, se tenait debout, essoufflé, les bras toujours serrés autour de la mallette qu'il avait récupérée, sans trop savoir s'il devait la garder ou la poser. Le cuir glacé lui mordait la paume des mains, mais il s'accrochait à cet objet comme à une bouée dans une mer déchaînée. La jeune femme s'agenouilla à nouveau près de l'homme inconscient, palpant son poignet, touchant son front gelé, cherchant un quelconque signe que son état se stabilisait. Mais son visage trahissait une inquiétude croissante. Le souffle de l'homme était toujours irrégulier, ses paupières frémissaient faiblement et sa peau avait pris une teinte blafarde, presque translucide sous la lumière blême des réverbères. Chaque minute qui passait semblait aggraver son état. « Il faut faire quelque chose pour le réchauffer », marmonna-t-elle, presque pour elle-même. « Si seulement quelqu'un pouvait nous aider. » Son regard balaya les alentours, cherchant une solution. Ses yeux se posèrent sur un immeuble dont la porte d'entrée était entr'ouverte, laissant filtrer une faible lumière. Elle se leva brusquement, fit signe à Mathis de rester près de l'homme et courut vers l'immeuble. Elle monta les quelques marches et frappa plusieurs fois à la porte, tambourinant avec la paume, espérant qu'un résident l'entendrait. « S'il vous plaît, ouvrez. Il y a un homme qui fait un malaise dehors. Il est en train de mourir, aidez-nous. » Aucune réponse. Elle frappa plus fort, regardant derrière elle, guettant l'arrivée hypothétique d'un passant compatissant.
mais la rue était déserte, comme figée dans une indifférence glacée. Elle insista encore, cognant avec plus de vigueur, jusqu'à ce qu'un volet s'entr'ouvre au deuxième étage. Une silhouette apparut à travers la vitre, une voix lasse et méfiante s'éleva dans la nuit. « Qu'est-ce que vous voulez à cette heure ?» La jeune femme leva la tête, faisant de son mieux pour cacher l'agacement mêlé de panique qui montait en elle. « Un homme est en train de mourir juste là, sur le trottoir. Il fait un malaise. Il a besoin de couverture, de quoi se réchauffer, et les secours sont en route. » La silhouette resta silencieuse quelques secondes, puis la voix répondit, sèche, distante, « Appelez une ambulance. Ce n'est pas notre problème. » Et le volet se referma brusquement, plongeant de nouveau la façade dans l'obscurité la plus totale. La jeune femme resta un instant pétrifiée, les bras ballants, puis serra les poings, crispant la mâchoire. « Des monstres !» murmura-t-elle, le regard noir. Elle revint vers Mathis en courant, les pas résonnant sur les pavés, secouant la tête d'un air désespéré. « Rien à faire, il s'en fiche, personne ne veut t'aider. » Mathis n'était même pas surpris. Cette réaction, il la connaissait par cœur. Il avait grandi dans un monde où la misère des uns était invisible aux yeux des autres, où les portes restaient fermées, où les regards se détournaient, où l'indifférence était devenue une habitude, un réflexe de survie pour ceux qui avaient la chance de vivre du bon côté de la société. Mais aujourd'hui, cette indifférence ne le touchait pas, lui. Elle mettait en danger la vie de cet homme qu'il ne connaissait même pas, mais pour lequel il s'était instinctivement battu. La jeune femme se tourna vers lui, et pour la première fois, Mathis vit son regard se radoucir légèrement. « Je m'appelle Camille, » dit-elle dans un souffle. « Et toi ?» Le garçon hésita un instant, puis répondit, la voix basse, presque méfiante. « Mathis ?»« Bien, Mathis. On ne va pas le laisser là, je refuse. Je refuse de faire comme ces gens. On va trouver une solution. Les secours ne devraient plus tarder. Il faut juste tenir encore un peu. » Elle s'agenouilla de nouveau, ôta son manteau et le posa sur le torse de l'homme, tentant de le réchauffer comme elle pouvait. Elle frotta énergiquement ses bras, ses mains, parlant d'une voix douce mais ferme, comme si le simple son de sa voix pouvait empêcher la vie de quitter ce corps fragilisé. « Accrochez-vous, monsieur. L'ambulance arrive. Tenez bon, surtout. » Mathis, de son côté, regardait la scène en silence, serrant toujours la mallette contre lui. Il sentait le poids de l'objet, mais aussi celui de la responsabilité. Un objet qui, quelques minutes plus tôt, lui avait semblé être une clé vers la liberté, une échappatoire à la misère, mais qui, désormais, semblait être le symbole cruel d'un système où certains possédaient tout, pendant que d'autres se débattaient pour simplement survivre à une nuit glaciale. Il sentit soudain les larmes lui monter aux yeux, sans qu'il sache exactement pourquoi. Était-ce la fatigue, le froid, la peur, ou cette profonde, cette insondable tristesse de comprendre que, même face à l'urgence la plus absolue, il fallait encore se battre contre l'indifférence, contre le mépris, contre cette barrière invisible, mais bien réelle, qui séparait ceux qui avaient le luxe de l'insouciance de ceux qui devaient lutter pour leur simple existence? Il ferma les yeux, inspira profondément, tentant de refouler ce trop-plein d'émotions. Puis il rouvrit les yeux, déterminé. Si personne ne voulait aider, alors il le ferait, avec Camille. Peu importe leur âge, leurs conditions, leur solitude. Cette nuit, ils seraient deux à refuser de détourner le regard, deux à choisir la solidarité plutôt que l'indifférence. Alors, quand le son lointain mais de plus en plus distinct d'une sirène se fit enfin entendre, résonnant à travers les rues silencieuses de Paris, Mathis sentit son cœur s'emballer. Peut-être, pensa-t-il, que tout n'était pas encore perdu. Peut-être que malgré tout, il existait encore un peu d'espoir. Lorsque la sirène de l'ambulance retentit dans la nuit glaciale, un mélange de soulagement et de tension s'empara de Mathis et de Camille. Le bruit perçant des gyrophares résonnait contre les murs de pierre des bâtiments, brisant le silence de la rue comme une promesse de secours. Les phares du véhicule d'urgence illuminèrent la scène d'une lumière blanche et crue. Deux ambulanciers en uniforme, suivis de près par un policier en patrouille, descendirent précipitamment du véhicule, portant avec eux une civière et des sacs de premiers secours. Camille fit un pas en avant, levant le bras pour leur indiquer la position de l'homme allongé sur le sol. Sa voix était tendue, rapide, presque haletante. « Il est là. Il a perdu connaissance depuis plusieurs minutes. Il est glacé. Il respire à peine. »
Les ambulanciers s'accroupirent sans perdre une seconde, ouvrant leur sac, sortant un masque à oxygène, un tensiomètre, un défibrillateur. Pendant que l'un vérifiait les constantes vitales de l'homme, l'autre installait la civière avec une précision presque mécanique. Le policier, lui, s'approcha lentement, observant la scène avec un regard aiguisé, habitué à analyser les situations les plus étranges. Son regard se posa d'abord sur Camille, qu'il salua d'un hochement rapide de la tête, puis il s'attarda plus longuement sur Mathis, sur ses vêtements en lambeaux, sur ses bras maigres, sur la mallette qu'il tenait serrée contre lui, comme si sa vie en dépendait. Ses sourcils se froncèrent immédiatement. « C'est quoi, ça ?» lança-t-il en désignant la mallette. « Elle est à toi, gamin ?» Mathis, d'abord muet de stupeur, ne trouva pas les mots. Il ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Son regard se tourna instinctivement vers Camille, espérant qu'elle interviendrait, qu'elle trouverait les mots qu'il n'arrivait pas à prononcer. Et elle le fit. Elle se plaça aussitôt entre le policier et le garçon, comme un bouclier humain. « Non !» répondit-elle fermement. « Cette mallette appartient à l'homme au sol. Le garçon l'a protégée. Il n'a rien volé. C'est lui qui m'a alerté. C'est lui qui a tout fait pour sauver cet homme. » Le policier ne sembla pas totalement convaincu. Il sortit son carnet, nota quelques éléments, mais son regard restait méfiant. « On va éclaircir ça. D'abord, on s'occupe du monsieur. » Pendant que la conversation se poursuivait, l'un des ambulanciers, penché sur l'homme inconscient, fronça les sourcils en observant son visage, puis tourna lentement la tête vers son collègue. « Attends, mais tu le reconnais pas ?» Son collègue leva les yeux, observa le visage blafard de l'homme, puis son regard s'écarquilla soudainement. « Oh, bon sang ! C'est François Leroux !» Le nom, lancé comme une bombe, fit l'effet d'un électrochoc sur Camille, le policier et même Mathis qui, pourtant, ne connaissaient pas encore la portée de cette révélation. Camille écarquilla les yeux, la bouche entr'ouverte, comme si elle peinait à croire ce qu'elle venait d'entendre. « François Leroux ?» répéta-t-elle, abasourdie. « Le François Leroux ?» L'ambulancier hocha la tête, tout en continuant ses gestes de premier secours. « Oui, le patron des boulangeries Leroux. Tu sais, cette chaîne qui a des magasins partout à Paris, et même dans plusieurs villes de France. Le type qui est passé à la télévision la semaine dernière pour inaugurer leur nouveau siège dans le 8e arrondissement. » Camille porta la main à sa bouche, choquée. Elle connaissait évidemment ce nom. Tout le monde à Paris connaissait François Leroux. Un entrepreneur respecté, célèbre pour avoir transformé une petite boulangerie familiale en un empire gastronomique, connu aussi pour son engagement dans des œuvres caritatives, pour ses discours sur l'économie sociale, pour ses apparitions régulières dans les médias. Et pourtant, le voilà gisant sur un trottoir, sans que personne ne l'ait reconnu jusqu'à cet instant. Le policier sembla également décontenancé par cette découverte. Son attitude, jusque-là légèrement hostile, changea du tout au tout. Il ajusta sa casquette, regarda autour de lui, comme si la rue tout entière venait de se transformer sous ses yeux. « Mais qu'est-ce qu'il fait là, dans cet état ?» murmura-t-il, plus pour lui-même que pour quelqu'un d'autre. L'ambulancier répondit, concentré sur ses gestes. « Hypothermie sévère, mais pas que. Regardez, sa glycémie est catastrophique. Il a dû faire un malaise hypoglycémique en pleine rue. Vu le froid, ça l'a achevé. Sans intervention rapide, il y passait. » Mathis, qui écoutait sans comprendre tous les termes médicaux, sentit néanmoins le poids de la situation changer brutalement. Ce n'était plus un simple inconnu. C'était quelqu'un d'important, de respecté, de visible. Un homme dont le sort allait forcément attirer l'attention de toute la ville, peut-être même du pays. Camille se tourna vers lui et son regard changea lui aussi. Elle posa une main douce sur l'épaule du garçon. « Tu te rends compte de ce que tu as fait, Mathis? Tu as sauvé la vie de François Leroux. Tu n'imagines pas ce que ça veut dire. » Le garçon baissa les yeux, soudain submergé par une sensation étrange. Il n'avait pas agi pour cela. Il n'avait pas cherché la reconnaissance. Il avait juste fait ce qui lui semblait juste. Et pourtant, il comprenait que cette nuit allait changer bien plus que le destin de cet homme. Elle allait bouleverser le sien aussi. Le policier, reprenant son rôle, activa sa radio. « J'ai besoin d'un renfort. Personnalité VIP en détresse, on a besoin de sécuriser la zone. » Pendant que les appels se multipliaient, que les ambulanciers hissaient le corps de François Leroux sur la civière, que les gyrophares continuaient de projeter leur lumière sur les murs gris de Paris, Mathis restait là, figé, tenant toujours la mallette, comme un symbole de cette nuit irréelle, où un enfant des rues, un garçon invisible pour le monde,
venait de changer le cours de plusieurs destins. La scène, baignée dans les flashs bleutés des gyrophares, semblait irréelle, presque cinématographique. Le souffle glacé du vent faisait voler les papiers abandonnés sur la chaussée, tandis que les ambulanciers s'activaient, leurs gestes précis et rapides, pour stabiliser l'état critique de François Leroux. Mathis, figé, observait le balai effréné des secours, sentant son cœur battre à une vitesse folle, partagé entre la peur, l'angoisse et cette sensation étrange d'être au centre d'un événement bien plus grand que lui. François Leroux, malgré les efforts acharnés des secouristes, montrait des signes inquiétants. Son visage, d'une pâleur spectrale, était couvert de sueur froide. Ses mains tremblaient faiblement. Le tensiomètre affichait des chiffres alarmants et la saturation d'oxygène baissait dangereusement. Chaque minute qui passait augmentait les risques de séquelles irréversibles. Camille, agenouillée près de la civière, murmurait des mots d'encouragement à l'homme inconscient, comme si, malgré l'évanouissement, il pouvait entendre et puiser de la force dans ses paroles. Les ambulanciers échangèrent des regards lourds de gravité. L'un d'eux attrapa la radio fixée à son épaule et lança d'une voix tendue « Ici, unité médicale Alpha. Nous avons un patient en hypothermie avancée avec état d'hypoglycémie sévère et troubles cardio-respiratoires. Nous demandons ouverture prioritaire aux urgences de l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Pronostic engagé. Transport immédiat nécessaire. » De l'autre côté de la radio, une voix répondit sans délai « Reçu Alpha. Service de réanimation prévenu. Priorité accordée. » Délai d'arrivée estimé, 8 minutes. Le policier, jusque-là concentré sur la sécurisation de la zone, se tourna vers Mathis. Son regard était devenu plus mesuré, moins dur, mais il restait empreint de suspicion. Il pointa la mallette que le garçon tenait toujours fermement contre lui. « Tu vas devoir m'expliquer ce que tu fais avec ça, » dit-il d'un ton ferme. Mathis, dont la gorge était serrée, tenta de répondre, mais aucun son ne sortit. C'est alors que Camille s'interposa sans la moindre hésitation. « Je peux témoigner. C'est grâce à lui que cet homme est encore en vie. C'est lui qui m'a alerté. Il n'a pas pris cette mallette, il l'a protégée, exactement comme il a tenté de protéger cet homme. » Le policier hocha la tête, prenant note, mais il restait concentré sur son devoir. Il sortit son carnet, nota les noms, du moins celui que Camille avait donné pour elle-même, et celui de Mathis. Puis il s'approcha, prit doucement la mallette des mains du garçon et la plaça dans un sac scellé avec une étiquette de preuve. « Ce sera pour l'inventaire », précisa-t-il. « La procédure est la procédure. On doit tout consigner. » Mathis sentit un pincement au cœur lorsqu'il lâcha la poignée. Ce simple geste, presque mécanique, lui fit prendre conscience que cette mallette était devenue bien plus qu'un objet. Elle représentait la nuit qu'il était en train de vivre, avec tout ce qu'elle avait de chaos, de peur, mais aussi de courage. Pendant ce temps, l'un des ambulanciers, penché sur François, prépara une perfusion, fixant la poche de sérum avec des gestes précis. Il ajouta un mélange de glucose concentré, injecta un produit pour stabiliser la pression artérielle, puis plaça un masque à oxygène plus puissant. L'homme gémissait faiblement, preuve qu'il luttait, preuve qu'il n'avait pas totalement sombré. « On le charge », lança l'ambulancier en tenant la civière. Les roues claquèrent contre les pavés, tandis que les secouristes faisaient rouler l'homme vers l'ambulance. Camille suivit le mouvement, serrant son manteau contre elle, jetant un regard inquiet vers Mathis qui restait figé, immobile, comme pétrifié. « Monte avec nous », proposa-t-elle soudainement, se tournant vers le garçon. Mais le policier secoua la tête. « Non, il reste ici, on doit l'entendre. C'est une scène de quasi-délit, potentiellement un vol ou une tentative de vol. Il faut vérifier les faits. » Camille se retourna, indignée. « Vous êtes sérieux ? Ce gamin vous appelle, vous sauvez un homme qui meurt sur le trottoir et la seule chose qui vous vient à l'esprit, c'est de le suspecter. » Le policier, un instant déstabilisé, répondit d'une voix plus posée. « Madame, je fais mon travail. On doit être sûr de ce qui s'est passé. Une mallette remplie d'argent, un homme riche inconscient, un enfant des rues, vous savez très bien que ça soulève des questions. » Mathis, qui écoutait sans dire un mot, sentit son estomac se nouer. Il comprenait. Il savait que, dans ce monde, son apparence, son statut de sans-abri, faisaient de lui un coupable idéal aux yeux de beaucoup. Peu importait ce qu'il avait fait ce soir. Peu importait qu'il ait risqué sa sécurité, sa vie même pour sauver cet homme. Ce qui comptait, c'était l'image qu'il renvoyait, celle d'un gamin de la rue, sale, mal habillé, un voleur en puissance aux yeux de ceux qui ne voyaient jamais au-delà des apparences. L'ambulance démarra en trombe,
les sirènes hurlant dans la nuit, emportant François Leroux vers l'hôpital. Camille regarda le véhicule s'éloigner, puis se tourna vers le policier et Mathis. « Je reste avec lui, déclara-t-elle d'un ton ferme. Il n'est pas seul, et je vais raconter exactement ce que j'ai vu. » Le policier soupira, acquiesça, puis prit sa radio. « Centrale, ici, unité 24. Nous avons une situation à éclaircir concernant un mineur et une scène impliquant la victime François Leroux. Demande d'unité spécialisée protection des mineurs pour prise en charge. » Mathis, les bras croisés sur sa poitrine, frissonnant de froid, sentit que la nuit était loin d'être terminée. Mais malgré la peur, malgré l'injustice apparente, une lueur persistait dans son regard. Parce que malgré tout, malgré la méfiance des adultes, malgré les procédures, il savait une chose. Il avait fait ce qu'il fallait. Il avait choisi de sauver une vie. Et cela, personne ne pourrait jamais lui enlever. La nuit semblait s'être épaissie, comme si le brouillard du doute et de la suspicion alourdissait encore plus l'atmosphère déjà glaciale. Les gyrophares avaient disparu, emportant avec eux l'ambulance et le blessé, mais le policier restait là, droit, le carnet toujours en main, scrutant Mathis avec ce regard qui mélangeait méfiance et devoir professionnel. Mathis, lui, sentait la fatigue le rattraper avec une violence inédite. Le froid mordait ses os, ses mains tremblaient, et la tension accumulée depuis le début de cette nuit semblait maintenant peser des tonnes sur ses épaules frêles. Camille ne le quittait pas d'une semelle. Elle se tenait juste à côté de lui, ses bras croisés, le regard plus déterminé que jamais. Elle savait ce qui était en train de se passer. Elle l'avait vu tant de fois, la société prête à juger un enfant des rues sans même écouter, sans même chercher à comprendre. Elle n'avait aucune intention de laisser faire cela. Elle s'approcha du policier, planta son regard droit dans le sien. « Vous savez très bien que ce garçon n'a rien volé. J'ai vu toute la scène. J'ai vu comment il a essayé de protéger cet homme, comment il a cherché de l'aide. Sans lui, François Leroux serait probablement mort à l'heure qu'il est. Alors non, je ne vous laisserai pas l'interroger comme un criminel. » Le policier leva les mains, signe qu'il ne cherchait pas le conflit, mais sa voix resta ferme. « Madame, je comprends votre point de vue, mais une mallette pleine d'argent, un homme inconscient, un enfant des rues. Vous voyez bien que ça soulève des questions légitimes. Il y a des procédures. Je dois faire mon travail. » Camille inspira profondément, luttant contre la colère qui lui montait au visage. « Et moi, je vous dis que votre boulot, ce soir, c'est aussi de reconnaître le courage, pas seulement de suspecter les plus faibles. » Le policier se tourna alors vers Mathis. Il nota la maigreur de ses bras, les cernes profonds sous ses yeux, le manteau trop grand, déchiré et les baskets trouées. Il se rendit compte que cet enfant n'avait rien d'un voleur professionnel. Ce qu'il vit dans ses yeux n'était pas la malice ni la ruse, mais l'épuisement, la peur et surtout quelque chose de plus rare. Une sorte de dignité farouche, celle de quelqu'un qui, malgré tout, avait choisi de faire ce qui était juste. Il se frotta la nuque, visiblement tiraillé entre son devoir et son instinct humain. Il sortit alors sa radio. « Centrale, ici unité 24. Pour information complémentaire, le mineur concerné n'est pas en fuite ni en possession de biens volés. Témoignage d'un tiers adulte présent sur place confirmant sa version. Nous restons sur place, en attente des instructions. » Il se tourna ensuite vers Mathis, s'accroupit pour être à sa hauteur. « Dis-moi, petit, raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Depuis le début. Je veux tout savoir. » Mathis hésita. Son instinct de survie lui criait de se méfier, de ne rien dire. Mais il croisa le regard de Camille, plein de soutien, et décida de parler. Sa voix était tremblante au début, puis, à mesure qu'il avançait dans son récit, elle se fit plus assurée. Il raconta comment il avait trouvé l'homme effondré, comment il avait remarqué la mallette, comment il avait eu peur, comment il avait hésité. Il parla de ces deux hommes qui étaient apparus, visiblement attirés par l'argent, de la façon dont il avait pris la mallette pour éviter qu'il ne la vole, de sa course pour chercher de l'aide, de sa tentative dans le café et de sa rencontre avec Camille. Pendant tout le récit, le policier prit des notes, hochant la tête à intervalles réguliers. Quand Mathis eut terminé, il resta silencieux quelques secondes, relisant ses notes. Puis il rangea son carnet et poussa un long soupir. « Bon, écoute, ça colle. Les témoins concordent. Et pour être franc, je ne te crois pas capable d'avoir inventé tout ça. » Il se redressa et lança un regard à Camille, comme pour la remercier silencieusement d'avoir été présente. « Je vais être honnête.
Il y a encore des vérifications à faire. La mallette, l'argent, tout ça doit être consigné et remis à son propriétaire légal une fois qu'il sera en état de confirmer les faits. Mais pour toi, le plus important, c'est que tu sois en sécurité pour la nuit. J'ai appelé une unité spécialisée pour les mineurs. Ils vont s'occuper de toi, te trouver un endroit où passer la nuit, te donner à manger, te réchauffer. Mathis sentit son cœur se serrer. Il connaissait trop bien ces fameuses unités. Il savait ce que cela voulait dire. Un foyer, des règles, des dortoirs, souvent la violence d'autres enfants, parfois pire. Mais avant même qu'il ne puisse exprimer la moindre objection, Camille prit la parole. Il n'est pas question qu'on l'envoie dans un foyer. Pas après ce qu'il a fait, il vient avec moi. Le policier haussa les sourcils. Vous êtes de la famille? Non, mais ça ne change rien. Je suis témoin direct, et je prends la responsabilité de veiller sur lui jusqu'à ce que François Leroux soit en état de parler et de confirmer ce que nous disons. Le policier hésita, frottant son menton, visiblement pris au dépourvu. Puis il regarda Mathis, puis Camille, et finit par hocher la tête. D'accord. Mais officiellement, je note que vous vous portez garante pour lui jusqu'à nouvel ordre. Je vais vous demander vos papiers et remplir une déclaration provisoire. Camille acquiesça sans la moindre hésitation, sortant son portefeuille. Avec plaisir. Tandis qu'ils échangèrent les informations administratives, Mathis sentit un poids immense se lever de ses épaules. Pour la première fois depuis. Il ne savait même plus depuis combien de temps il avait l'impression d'avoir quelqu'un de son côté. Quelqu'un qui ne le regardait pas comme un problème, comme une nuisance ou comme un coupable par défaut. Il savait que tout n'était pas réglé. Il savait que le chemin serait encore long, que les questions n'étaient pas toutes levées, que la vie ne changerait pas en un claquement de doigts. Mais il savait aussi une chose. Ce qu'il avait fait cette nuit, personne ne pourrait jamais le lui enlever. Et peut-être, juste peut-être, que cette nuit marquait le début de quelque chose de nouveau. Au petit matin, alors que le ciel de Paris se teinta de nuances orangées et rosées, la ville s'éveillait lentement, ignorant encore qu'un événement inhabituel s'apprêtait à bouleverser l'opinion publique. La nouvelle se répandit d'abord discrètement, comme un murmure véhiculé par les radios locales, les chaînes d'information continues et les sites de presse en ligne. Quelques heures plus tard, elle faisait la une de tous les journaux. Les titres s'alignaient, tous plus frappants les uns que les autres. Un sans-abri sauve un magnate de la boulangerie, un enfant de la rue héros d'une nuit glaciale, l'acte de bravoure d'un gamin ignoré de tous. La presse ne tarda pas à s'emparer de tous les détails. Des journalistes se déplacèrent rapidement devant l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, où François Leroux avait été admis en urgence. Son état, bien que critique au départ, s'était stabilisé grâce à l'intervention rapide des secours. Il avait repris connaissance aux premières heures de l'aube, encore faible, sous surveillance constante. Les médecins expliquaient aux médias rassemblés qu'il souffrait d'une hypothermie sévère couplée à une crise d'hypoglycémie qui aurait pu lui être fatale sans la réaction rapide de ceux qui avaient retrouvé son corps. Ce que la presse ne tarda pas à découvrir, c'est que le premier à l'avoir secouru n'était ni un passant, ni un policier, ni même un employé de son entreprise. C'était un enfant de la rue, un gamin sans domicile, dont personne ne connaissait le nom jusqu'à cette nuit. Le récit, porté par le témoignage direct de Camille, fut vite reconstitué et relayé par tous les médias. Les journalistes s'arrachèrent des détails. L'homme effondré sur le trottoir, la mallette remplie d'argent, les deux individus aux intentions douteuses, la course effrénée de Mathis pour chercher de l'aide, l'indifférence des habitants, la porte du café qui s'était refermée sur lui avant que Camille ne prenne le relais. Les réactions furent immédiates et massives. Sur les réseaux sociaux, des centaines de milliers de messages affluent en quelques heures. Les internautes se disaient émus, bouleversés, indignés aussi. Comment un enfant pouvait-il être à la rue dans un pays comme la France? Comment était-il possible que cet enfant, que la société avait choisi d'ignorer, ait eu plus de courage, plus d'humanité, plus de sens moral que tant d'adultes croisés cette nuit-là? Les hashtags se multiplièrent. Agarré Héros Invisible, Merci Mathis, Untwat pour Mathis. La vague d'émotions se transforma rapidement en vague de revendications. Les émissions de télévision matinales invitèrent sociologues, psychologues, associations et élus pour débattre. On parlait soudainement de l'urgence de l'enfance en détresse, du nombre scandaleux de mineurs sans abri dans une des villes les plus riches du monde. Des responsables politiques commencèrent à publier des communiqués de presse, promettant d'ouvrir des discussions, de revoir les dispositifs d'accueil,
d'enquêter sur les dysfonctionnements du système de protection de l'enfance. Mais au-delà de l'émotion collective, l'attention se porta naturellement sur François Leroux lui-même. Lorsque le chef d'entreprise se réveilla, la première chose qu'il demanda fut ce qui s'était passé. Ses souvenirs étaient flous, entrecoupés de flashs. Le froid mordant, un malaise soudain, la sensation de tomber puis le noir complet. Lorsqu'on lui expliqua que c'était un enfant qui l'avait trouvé, protégé et sauvé, il resta d'abord silencieux, les yeux écarquillés par la stupéfaction. Il demanda immédiatement à rencontrer cet enfant. Son assistante, qui avait rejoint l'hôpital dès qu'elle avait appris la nouvelle, lui expliqua que l'enfant était actuellement au commissariat pour déposer son témoignage, accompagné par une jeune femme nommée Camille. Elle lui transmit également les articles de presse déjà publiés, les premières images et les vagues de soutien qui déferlaient sur les réseaux sociaux. François Leroux, homme habitué aux affaires, aux décisions rapides et aux négociations, sentit pour la première fois depuis longtemps une émotion qu'il croyait enfouie profondément sous des années de travail acharné, une gratitude sincère, brute, presque douloureuse. À cet instant précis, il prit une décision, sans la moindre hésitation. Une décision qui allait faire basculer le récit déjà exceptionnel de cette nuit dans quelque chose de plus grand, de plus symbolique. Il ordonna à son assistante d'organiser immédiatement une conférence de presse. Il ne voulait pas que cette histoire soit réduite à un simple fait divers émouvant. Il voulait que cela serve de déclencheur, de prise de conscience collective. Quelques heures plus tard, dans le hall vitré de l'hôpital, une nuée de journalistes, de photographes et de caméramens s'agglutinait déjà. Lorsqu'il apparut, soutenu par une infirmière mais debout, malgré la fatigue et la faiblesse, les flashs crépitèrent immédiatement. Il leva la main pour demander le silence et sa voix, bien que plus faible qu'à l'accoutumée, résonna avec une clarté parfaite. « Ce garçon a sauvé ma vie », déclara-t-il d'un ton solennel. « Il aurait pu partir avec ma mallette. Il aurait pu me laisser là. Il aurait pu faire comme tant d'autres, détourner le regard. Mais il a fait le choix que peu auraient fait. Le choix de l'humanité, de la responsabilité, du courage. Je lui dois plus que ma vie. Je lui dois ma confiance en l'humanité. » Il marqua une pause, cherchant Mathis des yeux, qui se tenait timidement en retrait, protégé par Camille et quelques agents de police. Il lui fit signe d'approcher. « Je veux que tout le monde ici et partout ailleurs sache ceci. À partir d'aujourd'hui, Mathis ne dormira plus jamais dans la rue. Il aura un toit, une famille, une éducation. Et mieux encore, je m'engage à créer en son nom une fondation dédiée aux enfants sans abri. Plus jamais un enfant ne devrait être forcé de choisir entre sa survie et ses valeurs. » Les applaudissements fusèrent immédiatement. Certains journalistes essuyaient discrètement une larme. Les caméras capturaient chaque seconde de ce moment suspendu, chaque geste, chaque expression. Et à cet instant, au cœur de cette foule, sous le regard des millions de téléspectateurs, Mathis comprit que sa vie venait de basculer. Ce qu'il avait fait par pur instinct, par simple choix de rester humain dans un monde qu'il avait si souvent déshumanisé, venait de se transformer en quelque chose de bien plus grand qu'il ne l'aurait jamais imaginé. Le lendemain matin, Paris se réveilla différente. Dans chaque kiosque, sur chaque écran, dans chaque conversation de café, le nom de Mathis était sur toutes les lèvres. La photo de ce garçon frêle, aux cheveux emmêlés et au regard à la fois farouche et timide, s'étalait en première page de tous les journaux. Les titres variaient, mais tous racontaient la même chose. L'histoire d'un enfant sans abri qui, par un geste de pure humanité, avait non seulement sauvé la vie de l'un des hommes les plus influents de la ville, mais aussi touché le cœur de millions de personnes. À l'hôpital, François Leroux se rétablissait lentement, mais il ne perdait pas de temps. Fidèle à sa promesse publique, il mit immédiatement en marche ce qu'il avait annoncé, la création de la Fondation Mathis. Il fit appel à ses avocats, à ses partenaires, à ses amis d'affaires. Les statuts furent rédigés en urgence, les premiers fonds débloqués. La presse, qui suivait l'évolution de l'affaire heure par heure, relatait chaque avancée comme un événement majeur. Des personnalités publiques, des artistes, des sportifs, des politiques se mirent à relayer l'histoire et à proposer leur soutien. Pour Mathis, tout cela semblait irréel. Lui qui, la veille encore, cherchait un simple coin où passer la nuit, se retrouvait désormais propulsé sous les projecteurs, au centre d'un tourbillon qu'il n'avait jamais imaginé possible. Mais au-delà de la médiatisation, ce qui bouleversait le plus le garçon,
C'était le changement radical de son quotidien. Il n'était plus seul. Camille, fidèle à ses côtés, ne l'avait pas lâché d'une semelle. Elle avait pris un congé immédiat de son travail et l'accompagnait dans chaque démarche, chaque entretien, chaque réunion. Le premier geste concret de François Leroux fut de proposer à Mathis de venir vivre chez lui, dans sa grande maison située dans le 16e arrondissement. Une demeure élégante mais chaleureuse où il vivait seul depuis le départ de sa femme quelques années plus tôt et depuis que ses enfants étaient partis faire leurs études à l'étranger. Lorsque Mathis passa la porte de cette maison pour la première fois, il fut submergé par une émotion qu'il ne savait même pas nommer. Le parquet ciré, les murs couverts de tableaux, l'odeur du bois et du linge propre, tout lui paraissait irréel, comme s'il avait été projeté dans un rêve. Il y avait une chambre préparée pour lui. Pas une chambre impersonnelle, mais un véritable cocon. Un lit large, des draps neufs, un bureau, des étagères remplies de livres, de jeux, de carnets. François avait tenu à ce que ce soit un endroit où Mathis se sente chez lui, pas comme un invité temporaire. Et ce simple détail suffit à briser quelque chose dans le cœur du garçon. Pour la première fois depuis des années, il se sentit légitime, à sa place, accueilli. Mais François n'en resta pas là. Il organisa une rencontre avec une équipe pédagogique spécialisée afin de discuter de la meilleure façon de réintégrer Mathis dans le système scolaire. Il ne s'agissait pas simplement de le remettre dans une école classique et de faire comme si tout allait bien. Non, il voulait que le garçon soit accompagné, soutenu, qu'il ait accès à des cours de remise à niveau, à un suivi psychologique, à tout ce qui pouvait l'aider à se reconstruire. Les premiers jours furent déroutants pour Mathis. Il avait du mal à dormir dans un vrai lit. Le silence de la maison lui semblait plus angoissant que le bruit permanent des rues. Il se réveillait parfois en sursaut, croyant entendre des pas, des sirènes, des voix hostiles. Mais peu à peu, à force de patience, de discussions, de repas partagés avec François et Camille, les murs invisibles qu'il avait bâtis autour de lui commencèrent à se fissurer. Camille, qui avait depuis longtemps décidé de ne plus quitter l'histoire de Mathis, devint une figure essentielle dans cette nouvelle vie. Elle venait chaque jour, l'accompagnait à ses premiers cours, l'aidait à faire ses devoirs, l'écoutait lorsqu'il avait besoin de parler. Entre eux naquit un lien indéfectible, presque familial. Elle lui racontait ses propres galères de jeunesse, ses combats, ses échecs, ses réussites. Elle lui montrait que l'avenir, même lorsqu'il semble totalement bouché, peut se réinventer. La Fondation Mathis, quant à elle, devint rapidement bien plus qu'un simple projet caritatif. Grâce aux fonds injectés par François et aux dons massifs qui affluaient du monde entier, elle ouvrit en quelques semaines un premier centre d'accueil pour enfants sans abri situé dans le 19e arrondissement. Un lieu pensé non pas comme un foyer classique, mais comme une véritable maison. Des chambres individuelles, des espaces communs chaleureux, des ateliers de musique, de dessin, de sport, un accompagnement scolaire personnalisé et surtout une équipe de professionnels formés à comprendre les traumatismes de ces enfants. Mathis fut invité à visiter le centre avant son ouverture officielle. En entrant, il se sentit envahi d'une émotion brute. Il vit les lits parfaitement faits, les murs décorés avec des dessins colorés, les salles de jeu prêtes à accueillir des enfants qui, comme lui, avaient longtemps cru que personne ne se soucierait jamais d'eux. Il marcha silencieusement à travers les pièces, observant chaque détail, puis s'arrêta devant une grande fresque peinte au mur, représentant un arbre gigantesque dont les racines s'étendaient profondément sous la terre, tandis que les branches s'élevaient vers le ciel. François posa la main sur son épaule. « Tu vois, Mathis, cet arbre, c'est toi. Ce sont tes racines, même si elles sont douloureuses, qui te rendent aussi fort. Et maintenant, tu peux grandir, t'élever, aller où tu veux. » Le garçon ne répondit pas tout de suite. Il observa l'arbre longuement, puis hocha la tête, les yeux embués. « Je veux que tous les enfants qui viendront ici sachent qu'ils peuvent être plus forts que ce que la vie leur a fait, » murmura-t-il. Quelques jours plus tard eut lieu l'inauguration officielle. Des discours furent prononcés, des rubans coupés, des flashs immortalisèrent l'instant. Mais pour Mathis, au-delà de la cérémonie, ce qui comptait le plus, c'était de voir arriver les premiers enfants, de les entendre rire, courir, de les voir s'approprier cet espace comme un véritable refuge. Ce jour-là, en regardant les visages de ces enfants qui découvraient un monde où enfin quelqu'un les considérait, Mathis comprit que le choix qu'il avait fait cette nuit-là, sous le pont Neuf, n'avait pas seulement sauvé une vie.
Il en avait sauvé des dizaines, des centaines peut-être, et il sut avec une certitude absolue qu'il n'était plus seulement un enfant de la rue. Il était la preuve vivante que, même dans l'obscurité la plus totale, un simple geste de bonté pouvait allumer une lumière capable d'éclairer le monde entier.